Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut Asma. Salut, bonjour Raphaël, merci pour l'invitation. Merci de t'être rendu disponible. Alors c'est vrai que c'est rigolo, on en parlait là juste avant, mais finalement on s'est écrit ce matin en se disant tiens allez, on n'a qu'à faire un smoothie maintenant et juste avant midi on se retrouve. Donc c'est top. Ouais, voilà, la synchronicité. Exactement, exactement. Asma, je commence chaque nouvel épisode du smoothie toujours de la même manière en demandant de nous partager deux ou trois éléments, deux ou trois événements de ta vie qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ah, alors trois éléments. Ça Ouais. peut, ça peut être des mots, des phrases, peu importe. Ça pourrait être ouais, ou des souvenirs, quelque chose que tu as vécu, et tu dis, ah tiens, si je suis cette personne-là aujourd'hui, aussi en grande partie par rapport à tel ou tel événement. Ah, d'accord. Je dirais mon pouvoir de m'adapter. Mhm. Je suis quelqu'un qui m'adapte vraiment très, très facilement. Ok. Euh, un deuxième élément, je dirais le feu sacré qui est en moi. J'expliquerai peut-être ce que c'est le feu sacré. Et puis, ma force de résilience. Ok. Donc, adaptation, feu sacré et résilience. Voilà. Si on commence sur l'adaptation, Asma, est-ce que tu pourrais nous donner, tiens, selon toi, là, la dernière fois que tu t'es adapté? Alors, la dernière fois où je me suis adaptée, je dirais peut-être le dernier grand chelem que j'avais, parce que voilà, je suis toujours en route pour Paris 2024, pour les Jeux Olympiques, pour la Mhm. qualification, qui était un petit peu en retard pour moi parce que j'ai eu une opération, donc ça m'a pris un peu de temps pour revenir. Donc, je suis un peu à la bourre pour la qualif. Et le tournoi, le Bercy, le Grand Chelem de Bercy qui se trouve en février, donc il y a 2 semaines, où je m'étais vraiment beaucoup préparée pour ça, mentalement, tout ce qui allait, quoi. Et puis, il s'est passé, pour ma part, une injustice sur le tapis, en fait, clairement. Il y a encore des... Bon, après, c'est l'arbitrage, on n'en discute pas. Et c'est vrai que juste derrière, j'ai réussi à m'adapter. Aujourd'hui, j'ai la capacité à m'adapter à la situation, aussi difficile qu'elle soit, d'une injustice, en fait. J'arrive à switcher très, 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 très vite. Contrairement il y a 10 ans, tout de suite, je switch à autre chose, en fait. Même comme si ça vient de l'extérieur, je suis pas happée, quoi. Donc, j'ai continué ma préparation comme si rien n'était. Voilà. Et comment s'est terminé ce grand chelem? Justement, hein, c'était mon premier tour en prenant une athlète, une adversaire, et j'ai, pour moi, clairement été plus forte qu'elle ce jour-là. Les arbitres, ils ont décidé autrement avec quelque chose qui était assez bizarre, et je n'ai pas très bien compris. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment, c'était un peu frustrant, parce que voilà, c'était à Paris, et je me sentais bien, même si je prenais une fille qui était classée au-dessus de moi, qui était clairement classée au-dessus de moi, mais je l'ai battue clairement. Et l'arbitrage a été un peu frustrant, très très frustrant pour moi. Et c'est comme si ça m'avait coupé la journée, et donc sachant que je ne pouvais pas être repêchée parce que c'était le premier tour. Et donc voilà, donc face à cette frustration, je l'ai plutôt bien prise. J'ai essayé de comprendre exactement le pourquoi, et j'ai pas mis forcément que c'était la faute à 100% des arbitres. Il y a quelque chose qui les a induits à ça, et donc j'ai switché très vite. Mhm. Et tu nous disais que maintenant, tu arrivais mieux à t'adapter et qu'il y a une dizaine d'années, ça ne se serait pas exactement passé comme ça. Est-ce que c'est juste, selon toi, le résultat de l'expérience? Voilà, bah, tu as 10 ans de plus, peut-être, je sais pas moi, plus de sagesse, plus de facilité à prendre du recul. Donc, est-ce que c'est juste le temps ou tu dirais, enfin, où tu as fait un travail spécifique pour arriver à plus t'adapter et à absorber comme ça les éléments que tu ne maîtrises pas, puis continuer d'avancer? Après, je dirais c'est un ensemble de tout. C'est pas Mhm. qu'un élément, forcément. Il y a l'âge aussi, hein, ce qui est, voilà. Après, l'âge qui fait que je travaille toujours sur moi. Et donc, c'est un ensemble de tout, une addition de plein de choses que je fais qui font avec le temps, je deviens ça.
Et puis un travail, tout simplement, hein. Je mène un travail quotidien, enfin, comme je suis encore athlète de niveau, puis aussi par mon métier, je suis menée à tout le temps à travailler sur moi lorsque j'accompagne. Donc, il faut vraiment que je travaille sur moi. Et puis, le fait que je sois encore une athlète, il faut que je travaille sur moi. Donc, plus ça va avec le temps, et puis, ben, voilà, cette expertise de me dire que tout est à l'intérieur et à l'extérieur. Et même si l'extérieur, il y a des choses qui sont improbables et inexplicables, ben, on se recentre sur soi en fait. Et puis on trouve les solutions à l'intérieur et puis du coup on n'est plus happé par l'extérieur. Puis on continue notre chemin en fait. On se sent un peu plus apaisé. Super, super, super. Tu nous as parlé également du feu sacré. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Asma, sur le feu sacré? Bah, le feu sacré, ça fait plusieurs années que je cherche à quel point est-ce que c'est quelque chose on est né avec ou c'est quelque chose qui vient. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que je me souviens, je l'ai toujours eu depuis petite. C'est voilà, enfin, même quand j'étais enfant, en fait, j'avais toujours ce truc à vouloir être alors la meilleure, pas forcément la meilleure que tout le monde, mais un truc où j'essayais toujours d'être la meilleure version, puis très très jeune, et toujours happée par une espèce de passion. Alors le feu sacré, c'est un mélange, alors comment ma définition à moi, chacun a sa définition du feu sacré. Moi, ça serait plutôt, euh, voilà, l'amour de quelque chose avec un grand A, aimer quelque chose très très fort ou plusieurs choses. Être passionné, un mélange de passion. Il y a un mélange d'obsession, il faut le dire la vérité. Et un mélange d'obsession, alors beaucoup de gens mettent, ou de personnes mettent l'obsession en quelque chose de négatif. Moi, pour moi, il y a quelque chose de positif dans l'obsession. Et il y a de la discipline, beaucoup de discipline dans ce feu sacré. Et puis, il y a beaucoup de longévité dans le feu sacré. C'est-à-dire que ben, on met tout en œuvre pour que ce feu ne s'éteigne pas. Et je sais que c'est quelque chose qui est en moi depuis très très longtemps. Et je nourris ce feu qui est en moi, en fait, tout simplement. Justement, quand ça va pas, je sais que j'ai toujours ce pouvoir, ce super pouvoir d'avoir le feu sacré. Super, super. J'ai noté donc amour, passion, obsession, discipline, longévité. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant que tu partages notamment cette notion de longévité, de discipline. Pour tout te dire, Asma, et tu vois, je te l'avais même pas dit avant le smoothie, je fais une mini-série, là, une toute petite série de 3 smoothies, et t'es la troisième invitée. Et en fait, ma mini-série, elle est sur le changement de direction. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai eu Pierre Sago qui est aujourd'hui responsable de la performance dans une équipe professionnelle de rugby. Et il a été, lui, très longtemps basketteur professionnel, entraîneur de basket, puis prépa physique, et maintenant responsable de la perf, mais dans le rugby. Et j'ai eu un entrepreneur, Damien Valli, qui a été plusieurs années salarié dans une entreprise du CAC 40 et puis qui décide de faire un pivot pour monter son entreprise. Et puis, moi, j'ai la chance de te connaître alors depuis plusieurs années sur les réseaux. Depuis quelques mois, eh ben, je t'ai vu physiquement puisque tu es venu nous faire une excellente conférence. Vraiment, j'insiste là-dessus. On pourra en reparler à la fin du smoothie, mais une superbe conférence à la JPM, à la journée de la prépa mentale. Et moi, je me suis dit, tiens, ça serait cool de pouvoir questionner Asma, échanger avec Asma dans le smoothie, parce que justement, je voyais aussi ton évolution comme une capacité à faire des pivots et parfois à changer de direction. On pourrait revenir sur ton parcours, la cuisine, être pompier professionnel, etc. Et toi, tu me dis, OK, oui, j'ai fait ces changements. De l'extérieur, on peut voir ces changements. Mais en fait, il y a aussi cette longévité, ce feu sacré que j'ai tout le temps, d'aller vers une meilleure version de moi-même. Et par contre, je me rappelle que depuis petite, tu es, je crois, aussi passionné justement par les Jeux Olympiques. Donc là aussi, on voit cette notion de longévité. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'était pour dire que moi, je t'invitais aussi pour parler du changement. Et toi, finalement, tu me parles aussi de la longévité. Et ça, c'est vraiment ton fil conducteur, j'ai l'impression, dans ton évolution. Bah, après, ça parle de soi parce que je suis une athlète qui est un peu atypique et sachant que ben, j'ai 41 ans, je suis une athlète atypique, j'ai 41 ans et bah, je pense que je suis la plus voilà, ancienne de toutes les catégories confondues, hommes, femmes, dans le monde du judo international.
C'est vrai qu'on me demande souvent, quand on sait que tu as encore de la force, tu es toujours au top à cet âge-là. Moi, je pense que ça vient de ça. Ça vient tout simplement de ça. Et puis toujours l'envie d'apprendre, en fait. J'ai l'impression que je suis encore une junior, en fait. Je ne cesse de vouloir apprendre, ma curiosité, même que ça soit dans mon sport. On pourrait dire qu'on est un peu en stagne. Et moi, voilà, c'est peut-être que lorsque j'ai commencé le judo à 20 ans, en réalité, peut-être que j'ai que 20 ans, contrairement à certaines athlètes. Mais en Mhm. fait, voilà, il y a tout cet ensemble, en fait, qui fait que je me pose pas de questions en fait, je me mets pas de limites. En fait, je fais juste les choses sans vraiment être focus sur l'âge, sur ceci, cela. En fait, mon focus, il est beaucoup plus sur autre chose, sur mon chemin, en fait, tout simplement. Je réfléchis pas à la destination réelle. Et puis voilà, je fais ce que j'aime, en fait, tout simplement. Et je suis passionnée, mais vraiment profondément passionnée par ce que je fais, que ce soit mon métier d'accompagner, ou que ce soit conférencière, ou le style de vie d'être encore athlète de niveau. Et je me pose pas vraiment de questions. Enfin, je vis pleinement les choses et si ça marche, bah, c'est tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'ai acquis tellement d'expérience. Non, c'est génial. C'est génial. Alors moi, je vais te poser un peu une question. Tu sais, c'est bien dans le smoothie parce que je pose des questions et après, les personnes se débrouillent avec les réponses. Mais euh, là, on te sait passionné. Tu vas faire ta troisième ou quatrième Olympiade? Troisième. Tu postules pour. J'ai une question par rapport à ça. Finalement, est-ce que tu dirais que tu es plutôt obsédé, passionné aujourd'hui par le judo, ou est-ce que finalement tu es obsédé, passionné par une amélioration de toi, et il se trouve que c'est tombé sur le judo parce que tu as rencontré cet entraîneur qui t'a dit allez rentre, viens sur le tatami, et ça s'est très bien passé dès le début. Voilà, est-ce que tu arrives à avoir ce recul pour analyser ça ou pas? Ah, alors, encore une fois, c'est pas une science sûre, et donc il y a un peu de Mhm. tout. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, lorsqu'on me pose souvent la question, mais comment ça se fait que ça fait mal, 41 ans, le judo, c'est un sport dur, tu chutes, ça fait mal, le dos, tes articulations, on a l'âge de ces articulations, comment tu fais? Tiens, le haut niveau, c'est pas du sport santé, j'aime bien le préciser, hein, Bien sûr, voilà, bien le sûr. sport de haut niveau. On est loin du sport santé, c'est quelque chose qui est très difficile, on s'entraîne à plus de 20 heures. Et comment ça se fait que tu as encore la hargne et que tu as envie? Et moi, j'ai l'impression que je suis un peu, enfin, mon propre cobaye. En fait, j'aime bien, je suis curieuse de savoir l'être humain, il peut aller jusqu'à où. Alors, j'ai toujours été une espèce de challenge, voilà, un espèce de challenge de savoir, bah, ma limite, elle est jusqu'à où. Et ça, bah, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait un trou de l'autre côté, il fallait que je saute jusqu'à où je peux aller. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours été là. Que ce soit avec mon frère, ma sœur, celle qui va sauter le plus. J'avais envie de me tester à chaque fois. Voilà, l'être humain, il va jusqu'à où? Et ça, je l'ai toujours eu. Et je sais que tant que là aujourd'hui, c'est pareil. Est-ce qu'un être humain est capable encore de parfait à cet âge-là? Donc, je suis toujours un peu dans la recherche espèce d'exploratrice. En fait, voilà, j'explore le corps humain mentalement, physiquement. Et puis, voilà, c'est comme un peu une recherche. Et donc, voilà, je fais ma propre recherche sur moi-même pour essayer de comprendre des choses. Donc, ça, c'est déjà un point central chez moi, je le sais. Et puis aussi parce que tout simplement, on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, moi, je suis complètement passionnée déjà par l'univers du sport, de la performance. Et puis, ouais, aussi, la meilleure version de soi. Mais c'est vrai il y a un côté très exploratrice. Ok, ok, ouais, tu testes sur toi et t'es curieuse. Finalement, tu es curieuse de voir jusqu'où tu vas pouvoir aller. Voilà, exactement. C'est ça. Et puis, de comprendre tout simplement comment l'être humain il fonctionne. Et enfin, moi, c'est incroyable dans le haut niveau. Enfin, on peut apprendre des choses. Enfin, je peux passer des années dans un banc d'école et je sais que dans le haut niveau, c'est cette tension, ces années-là. Je suis à la troisième Olympiade, j'ai appris des choses extraordinaires, déjà sur moi, puis sur tout l'univers du stress, de l'anxiété, de vouloir, parce que finalement, de dire qu'on est le meilleur du monde, d'avoir une médaille et d'être en haut, qu'est-ce que cela veut dire de montrer à tout le monde, de dire qu'on est champion olympique, champion du monde et de revenir pour le montrer? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? Et c'est quoi enfin, la définition de tout ça? Et donc voilà, je suis toujours à la recherche de comprendre pourquoi on va chercher une performance. Donc j'essaye aussi de me comprendre pourquoi je vais aller chercher cette performance. Donc il y a tout un univers, que ça soit psychologique, mental, physique. Donc voilà, et ça me passionne. Vraiment, c'est quelque chose de très, très passionnant pour moi.
Super, super, super intéressant. Merci déjà pour tout ce que tu nous partages. Pour les personnes qui écoutent le smoothie, moi, je retiens vraiment tes mots du feu sacré. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Je voudrais aller sur le troisième élément que tu nous as partagé. C'est la résilience. Est-ce que Mm. tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Comment est-ce que tu fais vivre cette notion de résilience? Ben, la résilience, après, on connaît tous un peu c'est la définition hein, voilà, c'est sublimer ses mots avec UX, hein, être capable de, voilà, de connaître enfin, le chaos et puis de reconstruire à partir de ce chaos. Et d'ailleurs, j'en ai fait vraiment un vrai outil de travail, parce que ma structure s'appelle Kintsugi People. Voilà, j'accompagne, comme on connaît, hein, le Kintsugi, c'est un objet qui se casse et on le recolle avec de l'or. Et voilà, je pense que je suis aussi un Au, suprême Kintsugi. au Japon, hein, je crois. Voilà, c'est un objet japonais. Voilà, quand on casse un objet, on le répare, on met de l'or. Kin veut dire or, tsuki, fissure. Et donc, on est tous des kintsugi, mais par contre, de comment en fait construire ce kintsugi, on est tous capables d'avoir cette voilà. Et encore une fois, je me pose toujours la question comment se fait-il qu'il y a des êtres qui arrivent à avoir cette résilience et d'autres non. Et puis il y a d'autres personnes qui prennent plus de temps, il y en a qui n'y arrivent vraiment pas et ça prend beaucoup plus de temps. Donc je me pose toujours la question sur ça est-ce qu'on a une équité face à la résilience par rapport au parcours, que ce soit culturel et moi, je sais que c'est quelque chose qui a été, je ne sais pas inné, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je pense que si je ne faisais pas preuve de résilience, je ne pouvais pas déployer mon plein potentiel aujourd'hui pour avoir vécu deux Olympiades. Je suis partie par la troisième et être la meilleure version de moi et de faire tout ce que voilà, j'ai fait dans la vie. Et il y a eu cette résilience-là d'être capable. Et je pense que aussi j'ai choisi le judo. Alors, je sais pas, à chaque fois je dis le judo il est venu à moi, je suis venue au judo. Le judo, voilà, c'est un sport vraiment la définition même de la résilience parce que déjà, on ne peut pas faire du judo si on ne sait pas tomber. Donc, il y a une notion la première chose qu'on t'apprend au judo, mais vraiment la première, à part le code moral que tu dois connaître, ce qui est, voilà, c'est un sport avec beaucoup de valeur. Et si tu ne sais pas tomber, eh ben, tu ne peux pas faire judo. Donc, tu apprends à chuter. Et c'est tellement puissant, en fait. Et je pense que il y avait le premier prof, il m'a dit, bon, déjà, d'abord, tu dois apprendre à chuter pour pas te faire mal. Apprends bien, que c'est le paradoxe. Apprends à chuter pour pas te faire mal. Donc, ouais, ok. Et donc, bah voilà, c'est un sport lui-même, vraiment la définition de l'art de la résilience, quoi. Apprendre à chuter, et voilà, accepter de chuter pour repartir. Et puis, plus tu chutes, plus tu t'entraînes, et plus tu es costaud, et plus tu es solide, en fait. Donc voilà. Donc il y a tout cet univers-là et moi je sais que c'est quelque chose voilà, que je travaille. Après la résilience, elle n'est pas, je dis toujours, elle n'est pas éternelle. Je vais m'expliquer. Souvent on cherche une résilience absolue. C'est-à-dire que, je donne un exemple, on a eu un traumatisme, voilà, on sort de ce trauma et grâce à une résilience et on a fait le travail et c'est terminé. Je pense que la résilience, c'est le petit courage de chaque matin jusqu'à notre dernier souffle. C'est-à-dire que c'est éternel. La résilience, elle se fait tous les jours pour que ça marche. Et je sais que euh, c'est quelque chose que j'appuie beaucoup dessus, que c'est le petit courage de chaque matin de continuer sa résilience. Elle n'est pas éternelle. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle est travaillée, que s'il y a des orages, il y a des choses qui viennent, et ben en fait, on est déjà prêt parce qu'on a eu ce petit courage de chaque matin. Et on n'est pas happé par quelque chose bah, la vie, elle est dure, hein, il n'y a rien qui tape fort que la vie. Donc, quand il y a un coup dur de la vie, et ben, en fait, on a tellement travaillé sur nous et sur cette résilience quotidienne que finalement, ben, on arrive à se relever assez vite. Donc voilà, c'est le petit courage de chaque matin, la résilience. Super. Donc finalement, ouais, tu nous dis qu'il y a la possibilité de s'entraîner à la résilience, d'être plus résilient. Et tu vois, c'est intéressant que tu aies ce terme parce que quand tu es venu à la JPM, il se trouve qu'il y avait notamment que ma fille a assisté à ta conférence et qu'elle a été très marquée par ta conf et qu'elle vient d'avoir le droit de commencer à suivre des gens là, sur les réseaux sociaux puisqu'elle a eu 13 ans. Et je lui ai dit, tiens, je vais échanger avec Asma tout à l'heure. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Et elle m'a dit, écoute, la question que j'aimerais lui poser, c'est que fait-elle les fois où elle a envie d'abandonner?
Ah, Est-ce que elle ça a... t'arrive quand même d'avoir cette envie des fois? Mais j'entends le courage quotidien, un petit peu cet entraînement à la résilience. Mais voilà, que fais-tu quand tu as envie d'abandonner? Ah, c'est une très très belle question. Déjà, je la remercie pour cette question très très intéressante et j'aime beaucoup. Alors, bah, ça m'arrive, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, elle est liée beaucoup au manque de motivation. Donc, alors, c'est vrai que dès que je suis happée par quelque chose d'extérieur, ça peut arriver, on peut avoir ces pensées. Alors, on n'est pas nos pensées. Alors, souvent, on est triste parce qu'on pense on est nos pensées. Donc, on est heureusement, sinon, on serait un peu tous embêtés avec nos pensées. Donc, il y a les pensées et puis il y a aussi ce qui vient après. Donc, lorsque je suis submergée par beaucoup de pensées comme ça, qui sont pas la réalité et la vérité absolue. Et donc, des fois, on a l'impression que c'est une vérité absolue, nos pensées. Et donc, du coup, ça nous gâche la vie. Donc, j'arrive à justement, lorsque j'ai des pensées un peu comme ça, d'abandon, de quelque chose un peu très négatif qui m'éloigne finalement de ce que j'aime, eh bien, en fait, je reviens en fait un peu à l'essentiel. J'arrive à avoir des moments d'écoute et de questionnement. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. À un moment donné, sur les réseaux, des fois, il y a des gens qui sont pas très très sympas avec les athlètes, hein. On connaît, hein, maintenant, on a le pouvoir de donner toute notre avis. Et puis les athlètes de niveau, on est happé par l'extérieur. Donc j'ai lu des messages ou des commentaires qui sont pas très sympas. Et beaucoup de qui revenaient, c'est bon, elle est beaucoup trop vieille. Forcément, des fois, si on ramène pas les résultats, donc on peut avoir beaucoup de choses très négatives. Et puis on peut avoir ces pensées avec cet extérieur. Donc j'étais happée par plein, plein, plein de commentaires qui n'étaient pas très sympas. Enfin, moi, que je trouvais pas sympa, hein. Après, il y en a peut-être qui l'ont trouvé sympa, mais moi, je les ai pas trouvés sympas. Et là, à ce moment-là, je pouvais avoir des pensées. Donc, j'étais happée par l'extérieur. Et lorsque, en fait, je suis trop prise par ces pensées-là, abandon, ouais, c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison. En plus de ça, il y a des choses qui me confortent parce que à ce moment-là que j'ai ressenti ces pensées, je commençais à avoir mal partout. Ah, mais j'ai mal à l'épaule. Ah, mais ils ont raison. Ah, j'arrive même pas à me lever. Ah, mes genoux. Donc, en fait, leur dire, en fait, j'ai réussi à avoir, voilà, leur confirmation que j'étais plus dans le coup. Et donc, on somatise, le corps, il commence à parler, donc on devient ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai justement ce truc, ce secret magique. Enfin, moi, je dis à chaque fois, c'est mon petit secret et que j'arrive à sortir de ça tout de suite. J'arrive à me poser et à me poser des questions. Vraiment, de prendre le temps, de pas mettre un déni dessus parce que c'est quelque chose qui existe. On est happé par quelque chose, une émotion. Donc, j'arrive à me poser. Je me pose tranquillement et je me pose des questions. Asma, voilà. Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais? J'y réponds, oui. Est-ce que tu sens que tu es encore en forme? Ah bah oui. Est-ce que tu sens que tu peux encore parfait? Ah bah oui. Et tout de suite, quand je me pose des questions, je réponds avec des réponses magiques et qui sont vraies parce que c'est les miennes. Et enfin, j'essaie d'être le plus proche de ce que je ressens vraiment sans me mentir. Et là, je trouve que mes réponses sont éloignées de vraiment du reste. Et donc, en fait, je reste avec ces pensées positives et hop, tout de suite, je me remets dans ma bulle et je repars, je prends ma route. C'est comme si je m'étais un moment, si je dois imager, je m'étais arrêté et perdu un peu mon chemin et je sais plus où je pars et on est happé. Et malheureusement, il y a des personnes qui peuvent rester très longtemps à cet endroit parce qu'ils sont tellement happés par leurs pensées, ils pensent vraiment qu'ils sont ça. Alors qu'on est loin de ça, on peut très bien penser des choses très très négatives, mais réussir à se poser les vraies questions. C'est même pas trouver tout de suite des réponses. C'est les questions, c'est ça qui sont magiques. Lorsque tu te poses des vraies questions, bah, les réponses, elles sont très très simples. Je sais pas quoi Voilà. dire. Non, non, c'est génial. Non, non, Moi, c'est je sais que génial. ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Non, non, c'est vraiment génial. Je dis je sais pas quoi dire, je plaisante, mais parce que, en fait, je trouve très significatif, finalement, tu utilises, un outil là qu'on appelle l'échelle d'évaluation des modes mentaux. Je me suis déjà fait la réflexion tout à l'heure, quand tu nous as dit que tu étais très curieuse, que tu étais ton propre cobaye et que finalement tu voulais voir jusqu'où tu pouvais avancer. Tu fais donc preuve de curiosité par rapport à ce chemin, à cette exploration. Et donc, quand on est curieux, curieuse, on est dans le mode mental préfrontal, celui qui amène la réflexion, versus si je suis en plein dans le stress, et je pense que ça te parle, on est plutôt dans le mode mental automatique. Et là, tu dis, bah, en fait, les fois où j'ai une baisse de motivation, je me pose la question, voilà, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je peux encore performer, etc. Et donc là, tu bascules sur du
préfrontale, pardon, sur la réflexion personnelle, de la réflexion logique, là où si on était sur le mode mental automatique, on reste figé, comme tu l'as dit, sur les commentaires, par exemple, de personnes sur les réseaux sociaux, et on va être plus dans le stress de l'image sociale, c'est-à-dire quelle image je renvoie aux autres, qu'est-ce que les autres pensent de moi, et on peut, comme ça, un peu tendu, laisser beaucoup d'importance à ces éléments, alors que si on fait preuve de souplesse mentale, de flexibilité mentale, se dire, bon, ok, c'est leur opinion, ces personnes, elles écrivent comme ça, voilà, sur leur réseau. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense du chemin que je suis en train de prendre, etc. Et je trouve vraiment génial de voir comment finalement tu passes d'un mode mental à un autre et à quel point ce mode mental préfrontal de la réflexion t'aide à poursuivre ta route. Voilà, c'est exactement ça, ouais, à savoir se poser les bonnes questions. Et puis, j'aime bien appuyer dessus, de ne pas s'inquiéter, on n'est pas nos pensées. Et c'est vrai que ça rend Mhm. beaucoup les gens tristes, beaucoup, beaucoup ça, parce que voilà, peu importe les pensées, des fois, il y a des pensées qui passent, et voilà. Vraiment, on n'est pas nos pensées, et de ne pas s'inquiéter sur des pensées un peu toxiques et négatives qui viennent à nous. C'est vrai, nous ne sommes pas nos pensées, ouais. Nous ne sommes pas. Ouais. Bon, je veux pas être trop long, mais tu vois, on est un peu dans une culture, en Occident, on est un peu dans une culture essentialiste. Un peu comme un arbre, un bois. Des fois, tu as, un meuble en bois chez toi ou tu as un parquet, tu dis, ouais, c'est du chêne ou c'est du cerisier ou j'en sais rien. Mais comme l'essence du bois, en se disant, ce bois, il sera toujours comme ça. Et c'est vrai que je trouve qu'en Occident, nous, on est très bon un peu pour se coller des étiquettes, un peu, entre guillemets, hein, je suis un winner, je suis un loser, et croire vraiment à nos pensées. Alors bon, des fois, quand on a l'impression d'avoir bien performé, de réussir, peut-être que c'est plus plaisant. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui vont se coller un peu, qui vont embrasser leurs pensées en se disant, mais non, moi, je suis un nul, je suis un bon à rien, et qui ont du mal à se décoller de leurs pensées. Donc, tu as raison d'insister là-dessus. Ouais, voilà, exactement. Je te rejoins pleinement. Euh, merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai deux, trois petites questions à la fin que j'aime bien poser. Tout d'abord, Asma, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ou que tu aurais trouvé intéressant que je te pose telle ou telle question? Est-ce que tu Ah, penses à une question? comme ça. Pas une question facile, hein. C'est pas une question facile, mais j'aime bien, justement. C'est atypique comme. On me l'avait jamais fait dans un podcast, celle-là. Ah. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet qu'on n'a pas abordé, tu dis, ah tiens, ça aurait été cool qu'on parle un petit peu de ça. Ah, il y a tellement de sujets. Euh, peut-être que comment tu fais pour. Alors, c'est quelque chose qui est très lié à l'échec. Mhm. Voilà, c'est comment tu fais après l'échec, un échec. Voilà, l'échec. Parce que c'est un sujet, on en parle, mais pas tant que ça. Et encore une fois, euh, on aime aujourd'hui, on entend beaucoup euh, dans les réseaux, où, c'est comme, ça, enfin, ça commence un peu à être comme les pays anglo-saxons, en fait, où l'échec c'est bon, c'est notre ami, on l'accepte, mais en réalité, on ne l'accepte pas vraiment. Donc dans la théorie, mais dans la pratique, c'est complètement autre chose encore ici. Et donc peut-être sur l'échec. Alors je te laisse poser la question que tu veux sur l'échec. Voilà. Eh ben, Asma, est-ce que tu aurais un regard particulier, quelque chose à nous partager sur ta relation à l'échec? Voilà, comment tu vis l'échec, tu abordes ces situations et qu'est-ce qu'il en ressort? Euh, alors moi, l'échec, j'ai on va dire, j'ai un lien très particulier avec l'échec, dans le sens où je dirais pas c'est mes meilleurs diplômes, un petit peu quand même, mais c'est l'échec, c'est quelque chose qui m'a déjà qui a fait ce que je suis déjà. Voilà, sans ça, je suis pas moi. Et j'ai réussi à en faire mon allié totalement.
Parce que déjà, je l'ai entendu très jeune, à l'âge de... Alors que moi, j'espérais faire du haut niveau très tôt, être dans une structure de sport très tôt. Et puis, on m'a coupé un peu l'herbe sous le pied en me disant, non, non, tu es en échec scolaire. Alors que j'avais essayé de travailler, j'avais un peu une barrière de la langue. Je suis arrivée assez tard ici, 11 12 ans, et je ne parlais pas français. Donc, au bout Oui, d'un c'était an, pas ta langue maternelle. non, non, c'est pas du tout ma langue maternelle. Et puis, je devais déjà apprendre une langue. Et on sait très bien comment c'est dur en France d'apprendre une langue, hein. On est très, très bon en anglais. C'est ironique. Et voilà, le système scolaire pour une enfant très hyperactif, parce que j'étais hyperactif, n'était pas propice. Et donc, il y avait un mélange de tout que bah, voilà, je n'ai pas réussi à avoir les notes qu'il fallait. La première fois, on me dit, voilà, tu es en échec scolaire. Et ce mot-là, en fait, je l'ai mis sur quelque chose que je voulais faire. Et voilà, le sport, c'était toute ma vie. C'est quelque chose que je dis toujours, ça m'a sauvé la vie. C'est mon oxygène, c'est tout. Et là, on me dit, non, tu n'iras pas là-bas. Et parce que tu es en échec. Alors j'ai mis quelque chose de très négatif. Échec et l'endroit où je voulais aller. Waouh! Et donc cela veut dire que bah j'étais pas ça quoi. Et donc cet univers d'échec m'a mis dans quelque chose de très très une torture, quelque chose de très dur. Et donc j'en ai fait un peu mon affaire personnelle parce que c'est quelque chose qui m'a un peu saboté. Donc dès que je faisais face ado, jeune à l'échec, c'était une torture pour moi. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, à chaque fois il y a un échec quelque part, qu'est-ce qui se passe chez moi? Je me sabote. Bah, je ne peux pas déployer mon plein potentiel, je commence à avoir des croyances limitantes. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'en ai fait mon affaire. Alors, donc voilà, j'ai retroussé les manches et je me suis dit, je vais attaquer, je vais m'attaquer. Ça va être mon premier randori. C'est mon premier combat. C'est quoi cet échec? Et en fait, je me suis rendu compte que l'échec, c'est quelque chose de. C'était mon ami, en fait, qui m'a pris dans ses bras. Et si je dois imager, c'était vraiment ça, quoi. Et donc, j'ai beaucoup appris à cet univers de l'échec et que c'était grâce à ça, en fait, que j'apprenais, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, l'échec, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup en parler. Il y a une petite anecdote, un jour, j'étais en Angleterre et j'étais chez une amie, en fait, et, euh, et une Anglaise. Et en fait, sa fille, elle est arrivée, elle devait avoir peut-être 6 7 ans, et là-bas, en fait, c'est pas des notes, bon, ils ont des couleurs, des choses comme ça. Elle n'avait pas ramené les couleurs qu'il fallait, parce qu'elle est dans une école privée et elle n'avait pas les couleurs. Et je vous assure, ils sont arrivés. Et il y avait les grands-parents, tout ça, ils ont commencé à l'applaudir parce qu'elle avait ramené une mauvaise couleur. Et ils l'ont tous applaudi, ils lui ont fait la fête et tout. Et ça m'avait marqué ça. Ils avaient tous applaudi en fait, parce qu'on voilà, on connaît hein, les Anglais, c'est eux les champions du monde du fair play. Et ils ont un rapport avec l'échec qui est complètement différent que nous, en fait, les pays latins. Et en fait, je vois qu'ils applaudissent. Et puis elle est contente, elle regarde tout le monde lui applaudir, alors qu'elle avait stressé avec sa note. Et je trouve qu'un message mais tellement puissant pour cette petite. C'est-à-dire que voilà, ils lui ont expliqué qu'en fait, c'est pas bravo, mais voilà, ça veut dire que tu vas te challenger en fait. Et il lui offre la possibilité de s'améliorer, mais avec beaucoup d'amour en fait. Et sauf que nous, en fait, c'est tout le contraire en fait. Et ça s'apprend quand on est petit en fait. Ce rapport à l'échec se travaille déjà par les parents, voilà, l'école. Déjà, voilà, l'éducation nationale, c'est le rapport à l'échec. Moi, je prône pour qu'on change cette façon de voir l'échec. Et puis, voilà, les parents. Voilà. Et il faut être focus sur cet univers avec les enfants. Parce que c'est dans leur apprentissage, bah, voilà, de les laisser se tromper et puis de les célébrer. Les célébrer pour qu'ils comprennent que c'est OK et que l'échec, c'est pas leur ennemi. Parce que si on grandit avec ça, et en fait, bah, voilà, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. J'ai mis du temps, en fait, avant de comprendre, en fait. C'était quelque chose de très, très négatif. Donc, que je voulais rejeter. Et donc, je ne m'autorisais pas à me tromper. Donc, j'avais une exigence qui était tellement haute et que, voilà, c'était très anxiogène. Donc, voilà, moi, j'invite beaucoup les parents et voilà, tous les acteurs par rapport autour des enfants voilà, d'embrasser pleinement l'échec pour eux et de leur expliquer, en fait, que c'est OK, en fait. Et que l'échec fera partie intégrante de leur vie. Il faut qu'ils soient leurs amis. Tant que eux, voilà, ils ont fait leur part des choses, l'échec, c'est OK, en fait. Ouais, ce que je retiens là dans ce que tu nous partages, c'est que l'échec, c'est à la fois un ami et c'est aussi un enseignant, une enseignante. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend aussi beaucoup. Et je trouve fabuleux, fabuleux. Et j'avoue aussi relativement surprenant par rapport à la culture française, justement, là, les parents, les grands-parents qui applaudissent cet enfant.
Mais je trouve qu'en effet, c'est hyper important d'encourager le fait d'avoir essayé, le fait d'avoir fait de son mieux. Après, ça ne veut pas dire qu'on répond toujours aux critères d'évaluation, aux critères de sélection. Mais en tout cas, voilà, encourager le fait d'avoir osé, d'avoir essayé et de cheminer. Donc ça, c'est vraiment top. Bah, merci hein, pour cette question que tu nous as trouvée. Tu vois, ça aurait été dommage, ça aurait été dommage de passer à côté. Euh, Si je te demandais, Asma, c'est l'une de mes dernières questions, quel invité aimerais-tu entendre dans le smoothie? Tu penserais à qui? Ah, ah. Qui est-ce que tu aimerais entendre une prochaine fois? Je te rappelle, dans Je te 3 4 mois, je te dirais, dis. je te dirais Boris Cyrulnik. Bon, je ne sais pas si tu arriveras à l'inviter, mais il se fait pas tout Ouais, je sais jeune, que hein. vous vous connaissez bien, donc peut-être que grâce à toi. Bah, pour la petite anecdote, c'est que là, j'écris un livre qui sort en mai. Donc, il est Mhm. terminé, il est presque terminé. Et voilà, ça va être un livre qui va être. Donc, il me tient à cœur, hein. Il fait partie aussi, il fera partie de mes médailles, enfin, intégrant de toutes mes aventures, voilà, humaines. Que voilà, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, ce livre. Ce sera des storytelling et puis après, un partage puissant. Et justement, je souhaite et je rêverais que Boris écrive ma préface. Donc, on est en train de travailler pour. Mais je dirais Ok, Boris. ok. Boris ou sinon. Hmm. Après, moi, les personnes que je vais te dire, c'est un peu dire Edgar Morin, j'aime beaucoup. Il a 102 ans. Sur la complexité. Comment? Je dis, il a beaucoup travaillé sur la complexité, Edgar Morin. Exact. Donc Edgar Morin, voilà, j'aime beaucoup ses livres. Voilà, un peu de cet univers-là. Après, Super. des athlètes, hein, c'est des enseignants, les athlètes, hein, ils incarnent ce qu'ils enseignent, souvent. Bah écoute, j'ai noté, en tout cas, j'essaierai de les avoir comme invités. Je garantis pas, mais j'essaye, j'aime bien toujours savoir à qui pensent les invités du smoothie. Un très, très grand merci, vraiment, Asma, pour ta disponibilité. Comment on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te suivre mieux sur LinkedIn, sur Insta? C'est quoi Voilà, le... Asmanian, je suis sur Facebook, Insta. Il y a aussi ma page professionnelle Kintsugi People. Donc, c'est un peu l'univers de la résilience, hein. Je parle beaucoup de résilience. Et puis, je fais partager aussi des gens qui viennent partager leur résilience, leur Kintsugi magique. Donc, voilà, surtout sur cet univers. Et puis, pas que, mais Kintsugi People. Voilà. Ok, super. Eh ben, on marquera ça dans le descriptif. Merci beaucoup, Asma, et C'est beaucoup. à très bientôt. À très, très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.